C'est un endroit qui fait rêver, un endroit très longtemps resté fermé au public. Nous sommes à Douin aujourd'hui, bienvenue dans Vue d'ici, l'émission de découverte sur 8 Mont-Blanc. Je vais rencontrer dans un instant Hugues de Certeau, l'un des habitants du château de la Presqu'île de Douin. On y va. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que j'avais envie de passer les grilles, donc merci beaucoup de nous recevoir ici. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous accueillir. Ça fait partie des projets d'ouvrir ce site à un peu tout le monde plus régulièrement. Et on en reparlera, on ira faire un petit tour dans le pavillon qu'on voit derrière vous, un très très bel endroit. Mais on va commencer par parler de ce château et de cette presqu'île assez incroyable. Et d'ailleurs, ce n'est pas une presqu'île, c'est ce que j'ai appris en préparant cette émission. Oui, à l'origine, c'était effectivement une île avec une forteresse qui a été construite au Moyen-Âge. L'origine est estimée au Xe, XIe siècle. C'était propriété des seigneurs de Douin. Alors les seigneurs de Douin, c'était une famille assez importante qui était vassale des comtes de Genève et qui contrôlait la route entre Genève et Moutier, puis ce qui est devenu l'Italie. Donc au début, c'est vraiment une forteresse, je suppose quelque chose d'assez austère. Voilà, oui, effectivement, c'était une forteresse qui avait un rôle de défense, de protection et de contrôle et qui était jumelé avec un château qui était juste en face. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien connu, mais en fait, ça s'appelle Château Vieux parce que c'était la forteresse la plus ancienne, mais en face, il y en a une plus récente qui a été construite, mais beaucoup plus importante, et qui s'appelait le Château de Douin, en fait. Qui aujourd'hui, d'ailleurs, n'existe plus. Voilà, qui est tombé ensuite en désuétude. Alors que celui-là, le Château Vieux, donc, il a eu une succession de propriétaires, oui. Et donc il a été entretenu et modifié. Voilà, oui, effectivement, après les seigneurs de Douin qui ont été propriétaires jusqu'en 1530, le château est devenu propriété du fondateur de la branche cadette des Savoie-Nemours. Les Savoie-Nemours, c'était une famille qui était à la fois duc de Genève et duc de Nemours, et donc qui avait une influence importante auprès de la cour de France, Nemours étant situé près de Versailles, jusqu'à ce que la famille de Sales, qui est une famille de Savoie importante et bien connue par saint François de Sales, rachète le château en 1696 et le réaménage complètement pour en faire un site résidentiel raffiné en créant les terrasses, le pavillon qui est derrière nous et en créant des salons à l'intérieur richement décorés. La famille de Sales a été chassée à la Révolution lorsque les révolutionnaires sont arrivés en Savoie et ils sont repassés côté italien à la capitale de Savoie, à Turin. Et du coup, le bien a été vendu comme bien national, racheté par un certain Berthet de Bosset, qui, lui, en a fait une sorte de maison d'hôte avant l'heure, en fait, en recevant des Anglais. Et ensuite, ça a été racheté en 1839 par le baron de Ruffy. Le baron de Ruffy, c'était le maire d'Annecy. Il était également sénateur, fondateur de la Banque de Savoie, la Banque d'État. Et il était assez fortuné. Il a de nouveau remanié le château, alors pas du tout à l'intérieur, mais l'extérieur, où il a créé cette toiture à la mansard, qui est une toiture avec un pan en ardoise et ensuite un terrasson en zinc, avec toutes les décorations. Il a créé l'échauguette qu'on voit ici.
Et voilà, il a fait un certain nombre de transformations, mais qui concernent uniquement l'aspect extérieur du bâtiment. Bon, on va aller s'en approcher un petit Voilà. peu alors. Et ben on y va. Donc là, vous nous emmenez où? Alors je vous emmène en haut de la tour Donjon, où il y a un point de vue assez exceptionnel sur tout le lac. On a une vue à 360 degrés sur... Voilà. Faut pas craindre les toiles d'araignée. D'accord. Ah oui, donc là, on en prend plein la vue. C'est la plus belle terrasse du lac d'Annecy. Ah voilà, oui, effectivement, oui. Oui, parce que comme je vous disais, on a le grand lac côté nord et le petit lac côté sud. Ouais, Et on est vraiment à un emplacement central sur le lac. Votre famille est propriétaire du château depuis des années. Alors oui, on peut d'un dire depuis 1839, puisque en fait ça a été racheté par le baron de Ruffy en 1839. Et une personne de ma famille s'est mariée avec une fille du baron de Ruffy. Voilà. C'est comme ça que c'est rentré dans la famille, comme dot de mariage. C'est joli dot. Oui. Et donc vous avez passé toutes vos vacances depuis que vous êtes petit ici. Je suppose Ah oui, que ça laisse des souvenirs incroyables. Effectivement, ça appartenait donc à une tante de mon père, avant que mes parents reprennent la gestion du site. Et au départ, on passait nos vacances dans le parc l'été. Et c'est vrai que c'est un endroit complètement génial, quoi. Cette maison de famille, elle est longtemps restée fermée au public. Pourquoi? Alors c'est pas tout à fait, puisque par exemple, alors avant le baron de Ruffy, le Berthet de Bosset, il recevait des Anglais, comme je vous l'ai expliqué. Et puis après, il y avait quand même une ouverture qui était certes assez limitée, mais on donnait la pièce aux gardiens. Et on pouvait faire le tour des jardins. C'était dans le guide Michelin d'ailleurs, du début du siècle, du XXe. C'est une Voilà. presqu'île qui fait rêver. Oui. C'est une vraie chance d'être ici. Je trouve que c'est une chance de pouvoir gérer ce site, je dirais, pour lui donner une autre dimension que la dimension privée. En fait. Moi, je trouve que c'est l'occasion d'accueillir plein de personnes différentes, intéressantes et de créer plein de belles choses. On va aller s'installer dans le pavillon pour Oui. en discuter. Volontiers. C'était des gens qui étaient pris c'était des érudits, épris de l'esprit des Lumières, amateurs de théâtre, de musique. Un exemple de ce raffinement dont vous parlez, c'est ce pavillon qui est superbe. Ah oui, pour moi, ce pavillon, c'est un peu l'âme du site. Il a été créé donc au XVIIIe siècle par la famille de Salles, achevé en 1770, comme c'est gravé sur la pierre. Ah oui, ok. Et en fait, c'est un pavillon embarcadère, c'est-à-dire que le bas sert de garage à bateau et le haut servait de pavillon de musique. Et on sait que la marquise de Salles jouait de la harpe. Là, c'est vraiment incroyable comme endroit. Oui, on a l'impression que ça n'a pas bougé. Ah oui, c'est resté en l'état depuis le XVIIIe siècle. Ça n'a pas été transformé. Les parquets sont d'origine. Voilà, les fenêtres aussi, c'est des fenêtres un peu spéciales à guillotine. C'est un endroit dans lequel vous avez imaginé des choses et vous avez imaginé des choses un petit peu pour la presqu'île. Vous avez créé une association, vous en êtes le président, la presqu'île de l'imaginaire. Oui. Pourquoi, tout simplement?
L'idée est partie de faire vivre ce site. Parce que moi, je trouve que c'est un site assez extraordinaire, qui a une âme, à l'époque des salles, et ils ont souhaité créer un site raffiné, ouvert sur la culture. C'était des gens qui étaient érudits. Ce qu'on a envie de donner à ce site, c'est le faire revivre en fait. Le maître mot, ça va être la qualité, je pense. Ça c'est très important, mais aussi l'originalité, l'éclectisme. Je crois que et puis la bienveillance. On a envie avec les membres de l'association, de créer quelque chose autour de valeurs fortes, qui sont la bienveillance, la générosité, la délicatesse, voilà, qui pour nous correspondent à l'esprit du XVIIIe siècle. C'est un endroit privé, familial, on l'a dit. C'est important de l'ouvrir au public pour vous ? Oui, je trouve que c'est dommage d'avoir un lieu comme ça et de le conserver fermé. Pour moi, c'est un lieu qui est emblématique d'abord du lac d'Annecy et ensuite, je dirais, de toute la région des Savoies. Et on a envie effectivement de l'ouvrir au territoire, d'en faire profiter les gens intéressés par tout ce qui est culturel et de le faire vivre, quoi. C'est l'occasion de rencontrer plein de gens, d'en faire un pôle d'échange, un lieu d'échange, de créativité. Vous avez déjà commencé, hein, il y a déjà eu des pièces de théâtre avec les Agitateurs de Rêve, un concert. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces soirées-là ? Des moments de partage, d'abord de beauté. C'est vrai que je dirais la beauté naturelle du site amplifie la beauté des spectacles, leur donne une autre dimension. Le projet des Agitateurs est très inspirant parce qu'ils ont voulu créer quelque chose de collectif, de collaboratif, et je trouve que impliquer les gens du territoire dans ce projet, c'est très intéressant. Et à chaque fois, le public a répondu présent. Il y a une vraie attente de découvrir ce lieu. Oui, je pense que comme le lieu est resté assez fermé pendant longtemps, les gens sont très curieux de le découvrir. Et ça fait partie et c'est vrai qu'on a été complet pour les 2 spectacles qu'on a organisés, quoi. Donc on peut s'attendre à de nouvelles dates, de nouveaux rendez-vous ici sur la Fresqu'île. Alors voilà, oui, en septembre, on va réunir le conseil d'administration de l'association et réfléchir à l'organisation des événements pour 2019. Bon, on suivra ça avec attention, c'est un endroit qui s'y prête, donc on reviendra. Merci beaucoup en tout cas pour la visite. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. J'espère que cette visite dans ce lieu magique vous a plu autant qu'à nous. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle émission Vue d'ici sur 8 Mont Blanc. À bientôt.